Mais tous, on termine avec vous. On a évoqué les questions d'assurance et on vient d'entendre Bruno Le Maire apporter d'autres précisions sur les délais qu'il souhaite très rapides pour effectuer ces démarches administratives, mais aussi pour la réponse financière derrière l'indemnisation. Et il y avait aussi ce volet, on le disait, de solidarité nationale qu'avait évoqué tout à l'heure le ministre. Oui, là, ce qu'il vient de préciser, c'est le point sur les assurances. Il y a plusieurs types d'assurances. Il disait sur la perte d'exploitation à proprement parler, c'est-à-dire la perte de son local ou de son... Enfin, la perte d'activité liée à la dégradation de son matériel ou de son local. Il dit, tout le monde n'est pas forcément couvert. Les chiffres viennent d'être rappelés, c'est 53% des commerçants couverts pour ce type de sinistre. Il y aura des reports de charges. Et effectivement, vous évoquiez les mesures qui ont été, ou les appels qui ont été lancés au-delà des assureurs, aussi aux banquiers, à la fédération bancaire, pour dire qu'un certain nombre de commerçants vont se retrouver sans doute pris à la gorge avec des difficultés de trésorerie et qu'il faudra là aussi qu'il y ait une forme de solidarité nationale qui s'exerce de la part aussi des banques pour reporter, accepter du découvert, accepter qu'il y ait des besoins de trésorerie peut-être supplémentaires. Dernière mesure annoncée par Bruno Le Maire, c'est la réactivation pour les commerçants de cellules de crise qui ont pu être à l'œuvre par le passé au niveau des préfectures pour que les commerçants aient aussi des interlocuteurs. Muriel Bourreau est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vice-présidente de la Fédération française des associations de commerçants. Que pensez-vous des mesures annoncées par Bruno Le Maire? Est-ce que ce sera suffisant selon vous? Alors non, c'est jamais suffisant. J'entends un énième report, un report après le report qu'on a eu après la Covid, qu'on a eu après la réforme des retraites, des gilets jaunes. Je pense que les commerçants vont être pris à la gorge. Une fois de plus, pour l'instant, on est plutôt en train de compter les rideaux fermés. On était déjà en train de les regarder et de voir comment les aider. Donc, c'est très bien, c'est une mesure comme une autre. Je rajoute un petit quelque chose, c'est que je suis aussi conseillère régionale en Ile-de-France et on travaille aussi à la région. Alors, j'ai rien à vous annoncer maintenant. Je surveille mon téléphone, voir si ça arrive pendant que je vous parle, mais je ne vais pas vous l'annoncer en direct. Pour qu'effectivement, nous aussi, à la région, on puisse regarder comment aider nos artisans, nos commerçants sur l'Île-de-France, en plus des aides que Valérie a déjà annoncées. Valérie Pécresse, pardon, a déjà annoncé pour soutenir les villes. Et donc, 20 millions d'euros, c'est ça, les 20 millions d'euros. Exact. Donc l'Île-de-France qui va se mettre en ordre de marche aussi pour aider ces commerçants. Mais là, vous disiez que ce n'était pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Il faut bien commencer quelque part. Évidemment qu'il faut bien commencer quelque part. Là, on était déjà en train de se dire comment nos commerçants vont continuer à pouvoir survivre après toutes les charges qu'ils ont à payer de ce qu'ils traînent depuis ces 4 dernières années. L'ambiance est quand même un peu compliquée. On était sur un premier week-end de solde. On espérait... pour certains, en tous les cas, pour certains commerces, que ça soit la solution pour un petit peu relancer leur activité. À ce sujet, le ministre a proposé aux commerçants qu'il souhaiterait de reporter d'une semaine la durée des soldes. Est-ce que ça changera franchement quelque chose? J'en doute. J'espère juste que quand on parle de solidarité, on parle aussi de solidarité à travers les clients qui ne vont pas de nouveau se ruer sur le numérique. Pour aller faire leurs achats, parce que si on parle du fait qu'on ne puisse pas aller chez le commerçant de proximité, on peut continuer à consommer derrière notre écran, et ça, on le sait depuis quelques années, ça commence à devenir un peu catastrophique, pas seulement en centre-ville, dans les villes, quelles qu'ils soient. Les remontées que vous avez, c'est quoi? C'est un sentiment de désespoir, de désolation? Désespoir, je dirais désolation déjà, avant tout. C'est quand est-ce qu'on en voit le bout Quand est-ce qu'on en voit le bout après tout ça? Est-ce qu'on est encore obligé d'en passer par là? Je parle vraiment des TPE, là, sur le coup, des petites entreprises où on propose des aides dans tous les sens. Je vous rappelle qu'un commerçant, une TPO, je crois que 44% des entreprises en Ile-de-France sont seules, n'ont pas d'employés. Donc, quand tu es un commerce de bouche, que tu commences à 4h du matin à Rungis, que tu fermes ta boutique à 20h... et que tu dois encore nettoyer et remplir tes dossiers de subvention, c'est pas possible. Donc, je pense que tout le monde est à bout de nerfs. Et c'est là-dessus qu'il faut les accompagner. Donc, je veux bien une énième séance de crise, de cellules, d'appels, qu'on n'arrive pas à joindre, d'avoir une personne qui compatit, des dossiers qui font 25 pages à remplir pour obtenir quelquefois pas grand-chose, voire ne pas correspondre à la petite case qui manque. Je crois qu'il faut qu'on ait vraiment des gens qui soient un peu plus sur le terrain pour aller les aider, les écouter, les accompagner. Que vous disent-ils justement ces commerçants qui sont en contact avec vous de ce qu'ils ont subi ces derniers jours, ces derniers 4 jours? Qu'est-ce qu'ils ont perdu peut-être en termes d'exploitation?
Alors forcément, quand on ferme sa terrasse en urgence parce qu'on a des casseurs qui débarquent dans sa rue alors qu'il fait beau et qu'on se dit que peut-être les terrasses vont reprendre, c'est difficile. J'ai un collègue et ami artisan qui a dû rentrer en urgence sa poubelle, qui prenait feu et qui a été pris à partie, qui s'est pris des coups de bâton avant-hier, qui a terminé aux urgences. Enfin, je ne vais pas dire que c'est le quotidien, heureusement que non. Mais ça va ralentir encore une fois l'économie où les gens peut-être se remettaient à sortir avec les beaux jours, peut-être se sentaient rassurés et avaient des projections d'aller relancer l'économie dans nos commerces de proximité. Et encore une fois, c'est ralenti. Merci beaucoup Muriel Bourreau. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous allons revenir sur ce coup de gueule, littéralement, d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, très ferme aujourd'hui, qui a notamment dénoncé le rôle des réseaux sociaux. Il a indiqué qu'il allait, je cite, péter les comptes de ces émeutiers qui se servent de ces comptes, notamment Snapchat, pour pouvoir se déplacer lors des émeutes provoquées partout en France. 22h. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, vous êtes dans Week-end Direct. La France ne dort pas. Oui, mais c'est comme ça. Allez, vous restez avec nous. La preuve. On est ensemble jusqu'à minuit. Autour d'Alice Darfeuille, toutes les équipes de BFM TV Bonsoir Justine, vous êtes dans la capitale. vous font vivre le direct comme jamais. Il se passe réellement quelque chose, on est à un tournant. Ras-le-bol, ça s'exprime par une grève. Donc on a bien fait de décider d'en parler ce soir. Week-end Direct, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Ça va vous intéresser d'ailleurs ce sujet, vous n'allez pas partir comme ça. Vendredi, samedi et dimanche, à partir de 22h, sur BFM TV. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Mon fils, alors là, je te félicite. Ton crédit mutuel, là, qui permet de financer son vélo à taux zéro, même électrique, vraiment, tu m'épates. Oui, enfin, c'est pas moi. Et ta banque, elle appartient à ses clients, oui ou non? Donc c'est un peu toi. Mais attention, ne te repose pas sur tes lauriers. Au Crédit Mutuel, nous finançons les vélos de toute la famille, même électriques, à un taux de 0%. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Découvrez Alfa Romeo Tonale à partir de 390 € par mois. Aujourd'hui, dans les PME, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement, il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité, Xefi, la proximité informatique. Pour 5 900 €, équipez-vous de panneaux solaires. Installation, matériel, démarche, SAV et garantie. Pour 5 900 €, tout est compris. Découvrez l'offre de notre partenaire Avison. Produisez enfin votre propre énergie et faites des économies. C'est ça, un bon plan Carrefour Énergie. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Bonjour, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Ah, pardon. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Avec Bip & Go, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment,
Profitez de 15 mois offerts et du badge à 0 €. Rendez-vous sur bipengo.com. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop, hop, hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Tu veux un petit café? Chez Conforama, il existe un canapé idéal pour chacun. Retrouvez-le dans nos magasins partout en France et sur conforama.fr. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans livrée chez vous pour 4 900 € le 3 kW. Oui, 4 900 € et le 6 kW pour seulement 9 500 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine ou sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Les enfants, est-ce que vous savez qu'on n'utilise que 10% de la capacité du cerveau? Et comment est-ce qu'on a démontré ça? Monsieur, les avions, on les a inventés avec 10% du cerveau aussi? Oui, les grandes pyramides d'Égypte. 10%. Comment ils ont fait ça avec 10%? Avant de remplacer un appareil endommagé, sommes-nous sûrs qu'il n'est pas réparable? Choisir son assurance habitation à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Retour dans l'après-info avec ces prises de parole cet après-midi après cette 4e nuit de violence, d'émeutes à la suite donc de la mort de Nahel mardi. Éric Dupond-Moretti était à Créteil dans le Val-de-Marne tout à l'heure au tribunal pour y rencontrer des magistrats et évoquer la circulaire qu'il leur a envoyée hier, notamment en ce qui concerne la gestion des comptes sur les réseaux sociaux ou encore sur le rôle que les parents ont à jouer dans l'éducation de leurs enfants. On l'écoute, Éric Dupond-Moretti, sur les réseaux sociaux dont il dit qu'il faut faire péter les comptes. Sur les réseaux sociaux, on peut lire aujourd'hui, attention, alors je le dis comme je l'ai lu, on va péter nos comptes. Et c'est vrai, que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. C'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire, l'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser. Ça, c'est insupportable. Alors j'ai entendu un certain nombre de critiques qui ont été émises par les uns par les autres, qui sont des commentateurs, et qui disent oui, mais ça ne peut pas se faire dans la seconde. Certes, mais que les gamins sachent que si ce n'est pas tout de suite là dans la seconde, c'est à venir, et que l'on peut identifier, qu'ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont comme ça en toute liberté dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai.
Quand on invite des camarades pour aller casser, ça s'appelle potentiellement une association de malfaiteurs, une complicité, que sais-je. La question des qualifications, elle est traitée, j'allais dire, cas par cas par les parquets, mais en tous les cas, on peut les identifier. C'est tout à fait clair. Et il faut que ça se sache. Nous sommes en direct avec Kauter Ben Mohamed. Bonjour, merci d'être avec nous, présidente de l'association Marseille en colère. Marseille où la situation a été vraiment très tendue la nuit dernière avec ces scènes de violence. Des moyens supplémentaires vont être envoyés avec 2 blindés de la gendarmerie, un 2e hélicoptère. On a entendu la fermeté d'Éric Dupond-Moretti à l'instant, qui pointe du doigt le rôle des réseaux sociaux, notamment dans ces émeutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus ferme vis-à-vis à la fois de comptes, de Snapchat par exemple, de messagerie et de l'utilisation qui en est faite par les émeutiers? Bonjour et merci de me donner la parole. Bien entendu, je m'en réjouis, mais moi, ce qui m'attriste en tant que parent d'élève, en tant que parent engagé, en tant que parent d'élève qui a eu un enfant qui a été harcelé pendant 2 ans, c'est de ne pas avoir vu cette fermeté lorsqu'il s'agit d'enfants harcelés sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux qui ont entraîné la mort de plusieurs enfants cette année, notamment Lucas et la dernière dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Donc c'est une des solutions, c'est une des pistes, mais ça n'est pas la seule. Nous n'arriverons pas à arrêter ces émeutes qui dépassent pour moi largement le cadre de la mort du jeune Naël, qui est intolérable et qui sera jugé en temps et en heure par les autorités compétentes auxquelles je ne me substitue pas. Mais là, nous en sommes à une révolution de la jeunesse, en fait, bien au-delà des quartiers populaires. Nous avons vu que ça a brûlé, que ça a cramé, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais ce sont des faits réels dans des petites villes et notamment dans des campagnes. Donc moi, je veux bien qu'on apporte des solutions, ce que j'appelle moi, qui sont de la poudre de parlimpinpin, mais tant qu'on ne parlera pas du fond et qu'on ne prendra pas, enfin, quand je dis on, c'est l'État, ne prendra pas des mesures qui sont et sur le moyen terme et le long terme et sur le court terme, qui est celle d'écouter cette jeunesse. Pourquoi elle se rebelle? Je ne dis pas qu'il faut les excuser. Je suis encore plus ferme et encore plus dure que M. Moretti. Et à la différence de lui, c'est que moi, ça fait 2 nuits que je suis dans la rue de 19h jusqu'à 2h du matin à essayer de calmer ces jeunes qui sont complètement enragés dans les rues. Donc, je suis une femme de terrain, je l'ai toujours été, je le serai. Sauf que tant qu'on n'écoutera pas leurs revendications et pourquoi ils ne font pas ça, on répondra encore à côté et malheureusement, on ne réglera pas le problème. On ne peut pas arrêter des hordes de jeunes comme celle-là et les jeter tout en prison. Parce que premièrement, il n'y a même pas assez de place et ce n'est pas la solution. Kauter Ben Mohamed, vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé avec ces suicides d'adolescents, de Lucas, de l'INSEE plus récemment, et donc de la difficulté de lutter contre les réseaux sociaux, cette nébuleuse un petit peu, en tout cas de faire stopper ces publications haineuses sur les réseaux sociaux dans un délai très court. Que pensez-vous par ailleurs de cette autre proposition, en tout cas de cette autre injonction qu'a faite Éric Dupond-Moretti aux parents, il a dit que c'était aux parents de tenir leurs gosses, que ce n'était pas à l'État d'élever les enfants. Que lui répondez-vous? Bien entendu, j'ai été la première, madame, à faire ces injonctions. Je suis l'enfant d'une femme célibataire qui a eu 7 enfants dont je suis l'aînée et je suis moi-même mère célibataire et nous ne sommes pas condamnés à avoir des enfants délinquants. Sauf qu'il y a une réalité. Moi, j'ai la chance de ne plus habiter dans les bidonvilles dans lesquels je suis née, ni dans des cités qui sont enclavées. Mais il y a une réalité d'enclavement. Je n'excuse pas, attention, j'explique. C'est-à-dire que si on ne comprend pas le processus, on ne peut pas trouver de solution. Moi, j'ai la solution de ne plus habiter dans ces endroits. J'ai la solution de m'en être sortie intellectuellement et au niveau professionnel et au niveau social. Ce n'est pas le cas de tous les parents. Moi, j'ai une dame tout à l'heure, Nathalie, pour ne pas la citer, qui m'a envoyé un message parce que ça fait 2 ans qu'on galère à sauver son fils, qui est tombé dans un réseau de délinquance. Elle a elle-même appelé la police, elle a elle-même demandé à un juge pour enfants de le placer en dehors de Marseille, sauf qu'il s'échappe par la fenêtre. Son père, un jour, lui a mis une gifle et c'est son père qui s'est retrouvé en prison pour violence en direction de son fils. Et quand elle a vu, je vous donne un exemple comme tant d'autres, quand elle a vu les émeutes éclater à Marseille, elle a pris ses enfants et elle est partie, elle m'appelait tout à l'heure d'Espagne, elle est partie 15 jours en Espagne, parce qu'elle a les moyens de le faire pour sauver son enfant, parce qu'elle m'a dit si je ne partais pas, il faisait partie des émeutiers et je n'arrivais pas à le gérer. Et il y a des personnes, et cette femme n'est pas une femme célibataire, elle a un époux et ils travaillent tous les deux, ils s'occupent de leurs enfants. Sauf qu'il y a aussi aujourd'hui, et on ne peut pas le nier, notamment à cause des réseaux sociaux, mais pas que, une espèce de phénomène de groupe où les minots, mon fils m'a montré tout à l'heure les réseaux sociaux, que je ne maîtrise pas comme lui, et il m'a montré qu'en fait, il y avait des concours entre départements, le 13, le 94, le 91, qui c'est qui brûlait le plus sur TikTok. Donc, il y a un effet d'engrenage, comme disent les minots, où ils se tirent la bourre à celui qui va le plus casser, parce que c'est ça ce à quoi j'ai assisté hier. Ce n'était pas des revendications politico-sociales, c'était à celui qui volait le plus, et y compris des conneries, y compris quand c'était qu'un paquet de cigarettes ou qu'une bouteille de coca. Et donc,
il n'y a pas forcément toujours de revendications politiques. Il y a un concours du petit con à celui qui vole le plus. Et tant qu'on les chope, moi, hier en parlant avec les jeunes, j'ai réussi à en choper quelques-uns et les renvoyer chez eux. Pas parce qu'ils étaient entre 2 et 10, mais quand ils sont 50, 100, qui sont surexcités avec des battes de fer, on ne peut rien faire. Et même moi, avec l'expérience que j'ai, je ne peux rien faire malheureusement. Ce qui frappe, Madame Ben Mohamed, c'est l'âge aussi de ces émeutiers très jeunes. Vous le disiez, effectivement, ce sont des gamins. Les plus jeunes ont 12-13 ans. C'est ça aussi qui est assez frappant dans ces émeutes. Comment vous l'expliquez? C'est assez... Alors, honnêtement, j'ai aucune explication. Il y en a certains que j'ai pris par les oreilles hier soir, et si j'étais véhiculée, je les aurais moi-même ramenés à leurs parents parce qu'ils n'habitaient pas dans le secteur où il y avait les émeutes. Ils habitaient beaucoup plus loin. Alors oui, encore une fois, je le pointe et je pense que je fais partie des premières qui l'ont dit. Il y a une responsabilité des parents. J'insulte et je me dispute avec tous les parents dont j'ai reconnu les enfants hier dans la rue. Depuis ce matin, je suis dans la rue, je suis partie sécuriser les magasins de mon quartier, enfin ce qu'il en reste, parce que même les pharmacies ont été éclatées. C'est-à-dire ce matin, j'ai envoyé mon fils me chercher mes médicaments, il n'a pas pu. C'est-à-dire qu'ils ont pété même les pharmacies. Il n'y a plus aucun commerce de proximité dans le secteur où j'habite, du centre-ville de Marseille, donc au-delà des grandes enseignes. Donc moi, je n'arrive pas à expliquer comment aujourd'hui, au-delà de ces émeutes, des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans ne sont pas, quand il est tard la nuit, y compris même s'il ne fait pas nuit, c'est-à-dire à 21h, ne sont pas à leur domicile, ou même si ce n'était pas à leur domicile, ne sont pas accompagnés de leurs parents. Oui, c'est une faute et c'est une faute grave. Mais ce n'est pas la seule solution. Je suis désolée, mais M. Dupond-Moretti, et en plus il doit le savoir parce que quand il a été avocat, il a eu des affaires comme ça à gérer, je suis désolée, il y a aussi une responsabilité de l'État, tout parti confondu depuis 50 ans, qui a ghettoisé certains territoires de la République en ne donnant accès à ses enfants à absolument rien. Et dans certains secteurs, la seule alternative, et encore une fois, je ne l'excuse pas, je la condamne fermement et j'agis tous les jours, même si c'est plus mon travail, pour sortir ces enfants de ces ghettos. Mais aujourd'hui, pour des milliers d'enfants, il n'y a aucune perspective à part celle du deal et du shit. Ça, c'est la première chose. Il n'y a plus d'école digne de ce nom. Les maisons s'effondrent sur les habitants. Ils sont enclavés géographiquement. Ils n'ont pas accès au sport, ils n'ont accès à rien. Et je suis désolée, il y a aussi un problème qu'il faut régler. Je l'ai dit ce matin chez vos confrères. Pas toute la police n'est corrompue. Pas toute la police n'est violente. Pas toute la police n'est méprisante envers ces jeunes. Mais il existe malheureusement, dans ce corps de métier, des agents de police qui ne font pas honneur à leur uniforme. Et je me suis interposée à plusieurs reprises entre des jeunes et des policiers. Et ça donne, si vous voulez, là on n'en est plus encore une fois à juste la mort de Naël. C'est un ras-le-bol des jeunes qui n'ont plus de perspective, qui vivent dans des ghettos, à qui personne ne parle, où il n'y a plus de police de proximité, où il n'y a plus de travailleurs sociaux. Moi j'étais travailleuse sociale, j'ai démissionné quand je n'avais plus les moyens financiers et humains de travailler. C'est-à-dire quand on est seul avec 50 gamins, on ne peut rien faire à part de la garderie, mais ce n'est pas des gens qui demandent de la garderie. C'est des gens qui demandent de l'accompagnement pour pouvoir les sortir et faire de l'insertion. Vous avez dressé un tableau très précis de ce que vous vivez au quotidien dans ces quartiers auprès de la population. Avec tout l'état des lieux que vous avez dressé, donc des faiblesses, de ce à quoi il faudrait arriver, comment on y arrive, comment on retisse le lien entre la population et la police, comment on arrive à faire comprendre à ces jeunes, ces très jeunes personnes dont vous parlez, que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est mal et que ça a des conséquences très graves. Comment on leur fait comprendre ? Moi, je le prône et je l'ai dit à M. Darmanin lorsque je l'ai reçu aux grandes gueules sur RMC et je le redis à chaque prise de parole bien avant ces émeutes. Je considère... Priorité au direct, pardonnez-moi, Madame Ben Mohamed. On va écouter le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui prend à nouveau la parole. Donc il est au tribunal de Créteil. Madame la préfète, ce qui signe notre engagement collectif pour lutter contre toutes les exactions que notre pays déplore et qui sont très éloignées, vous me l'accorderez, de l'émotion légitime suscitée par la mort d'un jeune homme. J'ai signé hier après-midi une circulaire et alors que l'encre n'est pas encore sèche, elle est déjà appliquée ici à Créteil et elle le sera partout en France. Monsieur le procureur, je vous remercie pour votre réactivité. Je veux remercier de façon plus générale l'autorité judiciaire pour la façon dont cette circulaire est d'ores et déjà mise en œuvre partout sur le territoire national. Circulaire classique à certains égards, nous multiplions évidemment les contrôles de véhicules, les contrôles d'identité, circulaire qui appelle à la fermeté chaque fois qu'on s'en est pris aux personnes, chaque fois que l'on s'en est pris, pardonnez-moi, aux biens. Circulaire qui permet évidemment d'envisager des mesures
pour éloigner les fauteurs de troubles du quartier où ils vivent quand des exactions ont été commises dans ce quartier. Circulaire qui préconise également que les mineurs ne pourront plus sortir la nuit. Et enfin, des choses qui sont inédites, qui sont novatrices. La première, c'est d'aller chercher chez les opérateurs les noms, adresses IP dans un premier temps, et non ensuite de ceux qui communiquent pour aller créer le désordre. Plusieurs qualifications peuvent être envisagées, dont celle d'association de malfaiteurs ou de complicité. Je veux que la jeunesse sache de façon claire que les procureurs de ce pays iront chercher l'identité des utilisateurs des réseaux, notamment Snapchat, qui sont pour ces jeunes un vecteur de communication pour donner le lieu, le moment et la cible de l'agression. Que personne ne pense que derrière ces réseaux sociaux, il y a l'impunité. La deuxième chose, c'est la responsabilité des parents. Deux axes, une responsabilité, j'allais dire, civique, morale, ordinaire. Les parents doivent assurer l'éducation de leurs enfants, tous les parents le savent. Les parents ont des droits, ils ont des devoirs, et aussi, si ce n'est pas suffisant, une obligation légale. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui sont en capacité, et c'est très important cette nuance, d'exercer l'autorité parentale, nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants. Et il existe une infraction que le Code pénal punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende chaque fois que les parents, par leur désinvolture coupable, mettent en péril l'éducation, la moralité et la sécurité de leurs enfants. Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, que des enfants de 13 ans traînent dans les rues pour aller piller des magasins, des bijouteries ou saccager des mairies, des commissariats, des tribunaux. Il faut que ça s'arrête et nous serons tous, je dis bien tous, au rendez-vous des obligations qui sont les nôtres. Je veux enfin dire que la justice est mobilisée, qu'elle est présente, que tous les personnels méritent qu'on leur rende aujourd'hui hommage et que dès lundi, je serai devant le Parlement pour faire en sorte que la justice de notre pays dispose des moyens dont elle a impérieusement besoin. Je vous remercie. C'est ce que je viens de dire, monsieur, il y a des parents qui sont dépassés. Vous savez, la maman qui travaille de nuit parce qu'elle doit nourrir sa famille, on ne peut pas lui en vouloir si la nuit ne peut pas surveiller ses enfants. En revanche, et comme je le dis, les parents qui sont en mesure d'exercer leur autorité parentale, qui ne l'exercent pas et qui laissent leurs gamins filer dans la rue pour aller commettre des exactions et qui parfois même profitent de ces exactions, alors cela mérite d'être puni. Il faut remettre les choses dans le bon ordre. Les gamins de 13 ans, ils n'ont pas à traîner dans la rue, c'est clair. Ils doivent être chez eux et j'espère que le message sera entendu. Et ici, vous voyez, on est passé de la circulaire à l'application. Action, réaction. On va donner aux parents un texte simplement écrit qui rappelle qu'en cas de défaillance coupable, il y a à la clé 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende possible. Il est impérieux que les parents qui agissent avec beaucoup de légèreté soient rappelés à leurs obligations. Pardonnez-moi. Combien de mineurs ont été placés en garde à vue ou en mandat de dépôt la nuit dernière ? 30% de ceux qui ont été interpellés sont mineurs. De 13 ans jusque, naturellement, un peu moins de 18 ans, la moyenne étant aux alentours de 17 ans. Si vous voulez demander à monsieur le procureur quels sont les chiffres précis qui sont ici, j'ai une remontée globale des chiffres, naturellement, parce que j'ai organisé hier une réunion avec les procureurs généraux de notre pays pour qu'ils me remontent l'ensemble des chiffres. Mais vous comprendrez que les condamnations, par exemple, nous ne les avons pas toutes, parce que, comme vous avez pu le constater au décours de cette visite, on est en train de travailler et tout n'est pas encore terminé. Il y a les déferrements, mais il y a aussi antérieurement les gardes à vue, puis les déferrements, puis les condamnations quand la culpabilité est retenue. Donc je communiquerai l'intégralité des chiffres dans les heures qui viennent. Vous aurez tous les détails sur cette question.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le profil des émeutiers, ce qui frappe peut-être, c'est qu'ils sont très jeunes. Quel est le profil de ces émeutiers qui ont été arrêtés ou est-ce qu'il y a vraiment des qui sont très jeunes? Mineurs très très jeunes. Et puis, vous savez, il y a aussi un phénomène que l'on connaît, que les psychologues ou les criminologues décrivent et qui s'appelle l'effet de meute. Ce ne sont pas des mots que j'ai inventés. Plus il y a de jeunes et plus il y a une espèce d'émulation et plus les limites sont repoussées. Donc il est impérieux que les gamins, je le dis fermement, restent chez eux la nuit. C'est la place des enfants que d'être auprès de leurs parents et pas dans les rues en train de divaguer, de casser, de fracasser des services publics qui sont, je le rappelle, notre bien commun. Ce sont leurs parents dans les quartiers qui sont dévastés qui sont les premières victimes de cela. Quand on n'a plus de mairie, qu'on n'a plus de commissariat, qu'il n'y a plus de grandes surfaces, qu'il n'y a plus de bureaux de poste, qu'il n'y a plus de crèches, est-ce que les gamins, on peut leur mettre dans la tête, quand on est parent, que quand ils vont dévaster une crèche, ils pénalisent leurs propres frères ou sœurs plus petits? Est-ce qu'on peut avoir ce discours pédagogique? Moi, non seulement je pense qu'on peut l'avoir, je pense qu'on doit l'avoir, et que si ce discours n'est pas tenu, alors il faut rappeler les parents à leurs obligations, même à leurs obligations légales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour donc les mots d'Éric Dupond-Moretti, un point presse. Après, on a une première prise de parole que vous avez entendue en direct sur BFM TV un peu plus tôt, où il était au sein du tribunal de Créteil. C'est toujours là qu'il s'est exprimé, donc après avoir rencontré ces magistrats à qui il avait envoyé hier une circulaire, Naëlla Latrousse, et donc le garde des Sceaux précise que, à peine envoyée hier, déjà à Créteil, elle est appliquée, action-réaction. C'est les mots qu'il a utilisés, Éric Dupond-Moretti. Cette circulaire... Pour tout vous dire, on a bien conscience au sein de l'exécutif qu'il y a une imperméabilité du discours politique à ces jeunes-là. C'est-à-dire que quand Éric Dupond-Moretti dit « je dis à ces jeunes qu'on va, je le cite, péter leur compte Snapchat », il sait bien que ce n'est pas les personnes qu'on a vues dans la rue hier qui vont recevoir ce message. Mais ce qu'on nous explique, c'est que dans la même vague, dans le même dessein de responsabiliser les parents, on sait que ces propos, en revanche, ils vont parler aux parents. L'idée, c'est de pouvoir leur dire « dites à vos enfants qu'il n'y a pas d'impunité sur les réseaux sociaux. Dites à vos enfants qu'il y aura une fermeté totale des procureurs. » Reconnaissance d'une forme de défaillance du dispositif, c'est que de fait, les personnes ne vont pas être identifiées ce soir, mais de dire qu'il y aura une réponse pénale un jour ou l'autre. Et le message à la responsabilité des parents qui a été répété, donc toujours le ministre de la Justice dans son couloir de la réponse pénale, qu'ils tiennent leurs enfants, a-t-il dit, en rappelant ce qu'il a appelé une forme de désinvolture coupable, a-t-il dit, de ceux qui ne peuvent pas être le soir à la maison. Il a mis de côté, par exemple, les infirmières de nuit ou les personnels qui sont amenés tout simplement à ne pas être au domicile le soir, mais en disant mais ceux qui le peuvent doivent s'occuper de leurs enfants, tenir leurs enfants, c'est l'expression qu'il a tenue, rappelant sinon les peines encourues, 2 ans de prison, dit-il, et 30 000 € d'amende. Dominique Rizet, extrême fermeté de la part du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Absolument. Leïla a rappelé donc tous les éléments qu'avait donné le garde des Sceaux. Il a rajouté tout à l'heure, je parle d'un détail technique, une circulaire qui permet le contrôle des voitures. Donc on sait que c'est très encadré. Arrêter, contrôler, vérifier l'intérieur d'une voiture, c'est très encadré. Et des arrêtés préfectoraux sont pris parfois avant des manifestations. On se souvient des Gilets jaunes, on se souvient de Sainte-Soline, des ZAD, on se souvient des manifs sur les retraites, donc avec autorisation pour des policiers de vérifier, d'arrêter à des péages automobiles et de vérifier l'intérieur des voitures dans lesquelles il y avait plusieurs personnes dont on pensait qu'elles se rendaient sur les lieux d'une manifestation, autorisation de demander aux personnes d'ouvrir, autorisation de vérifier les sacs des personnes dans les transports en commun. Donc on monte d'un cran à chaque fois et on autorise un peu plus à chaque fois l'autorité policière à vérifier des éléments qui en temps normaux ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est attentatoire à nos libertés, c'est momentané, mais ce sont des décisions que peut prendre la justice. Et là, on sent un garde des Sceaux, vous l'avez dit, qui a remonté. On l'a rarement vu comme ça, quand même. Voilà, qui a un discours qui ne ressemble pas à celui qu'il a pu avoir quand il était avocat. Un avocat, c'est pas un garde des Sceaux, mais il y a des avocats qui sont devenus garde des Sceaux.
et qui n'ont pas été aussi fermes pour autant, qui n'ont peut-être pas vécu les événements que vit ce garde des Sceaux, que vit ce gouvernement et qu'on vit tous à l'heure actuelle. Bonjour Mokrane Kessi, vous êtes président de l'association France des banlieues, une association basée en banlieue lyonnaise. Vous avez donc également vécu ces nuits de chaos ces derniers jours. Comment réagissez-vous aux propos d'Éric Dupond-Moretti, notamment sur le fait qu'il va être très ferme, que la justice va être ferme et mobilisée, et qui annonce un certain nombre de mesures qui vont être prises dans le cadre de cette circulaire, par exemple. Ces mesures qui concernent les mineurs sur les réseaux sociaux et également qui met en avant la responsabilité, y compris pénale, de leurs parents. Merci, bonjour. Je suis un peu dubitatif par rapport à ce que vient de dire le garde des Sceaux, parce que je crois que ça vient très tard, ces réponses. On avait, nous, alerté les militants associatifs, les élus des quartiers populaires, alerté le ministre de l'Intérieur depuis plusieurs mois déjà sur la situation de nos quartiers. Donc, et alerté aussi l'État et même l'Élysée de ce qui se passait dans nos quartiers et de la dégradation de la situation sociale dans nos quartiers. Mais tout ça, on nous a encore, depuis plusieurs années, alors on va rester sur le mandat Macron, mais depuis le mandat Macron, on nous a encore plus méprisés. Et je pense au plan Borloo qu'on a envoyé à la poubelle, et puis plus rien derrière en direction de nos quartiers. Donc je veux dire aussi, alors réagir sur les propos du garde des Sceaux, moi je veux bien une circulaire, encore une autre, qui va être appliquée comment? On va mettre tous les parents dans les prisons. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous les mineurs, on va les mettre dans des centres de surveillance, etc. J'entends, il dit, il veut faire péter les comptes Snapchat de jeunes. Je veux juste lui dire qu'il commence à faire péter les comptes des policiers qui se permettent d'appeler à la haine. Je pense en particulier au syndicat Alliance UNSA. Ces policiers qui sont l'autorité publique, qui sont la sécurité publique, qui se permettent de dire « nous allons faire la guerre, il y a des émeutiers qu'il faut massacrer, etc. » Donc la violence, il faut d'abord qu'il la surveille du côté de l'État et de l'autorité de l'État et du côté de la police. Ensuite, au niveau de la justice, les services de justice sont d'une lenteur. Il ferait mieux de faire péter le laxisme de certains services de justice dans les palais de justice et qui s'occupent du ministère de la Justice plutôt que de s'occuper des parents qui, je veux encore le redire, s'occupent de leurs enfants. Hier, j'ai vu des parents dans mon quartier, aux Minguettes, aller chercher leurs enfants par les cheveux parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aillent brûler des pneus ou des voitures dans le quartier. Les parents ne sont pas tous irresponsables, pardon. Il y en a bien sûr qui sont irresponsables et qui laissent leurs enfants jusqu'à une certaine heure. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Il y a un enfant de 17 ans qui a été tué à Nanterre. Là, il s'agit de la police et la réorganisation et la réforme de la police. C'est pas seulement pointer du doigt maintenant ceux qui cassent. Là, c'est le résultat de 30 ans de laxisme dans nos quartiers, 30 ans d'abandon, 30 ans de mépris et 30 ans d'humiliation. Nos jeunes, hier, me disaient, Mokrane, on t'a vu à la télévision, t'aurais dû tout casser. Voilà ce qu'ils me disent, parce qu'ils sont dans la violence. Il y a une vraie révolte et il faut l'entendre. Il y a une révolte dans le quartier qui coule depuis de nombreuses années. Vous restez avec nous, Mokrane Kessi. On voit bien effectivement que le gouvernement tente de trouver la meilleure solution pour faire face à ces émeutes. C'est important aussi d'entendre la parole d'un policier qui est avec nous sur ce plateau, Reda Belladj, merci, porte-parole SGP Police FO Île-de-France. Est-ce que vous trouvez, vous, par rapport aux annonces d'Éric Dupond-Moretti, que ça va dans le bon sens, que effectivement s'attaquer aux réseaux sociaux, également sur la responsabilité des parents qui, selon le ministre, pour certains doivent faire plus, doivent prendre leur part. Est-ce que ça va, c'est un point important? Vous savez, nous, les policiers, ça fait très longtemps qu'on se pose, on a l'impression qu'on vient d'atterrir, que certaines personnes vivent dans un autre monde, surtout certains politiciens. Nous, les policiers de terrain, ça fait longtemps qu'on le vit, ça fait longtemps qu'on se pose la question de savoir pourquoi des jeunes à minuit, ils sont dehors, pourquoi ils attaquent des commissariats, pourquoi ils nous caillassent. Ça fait longtemps. Et ça fait longtemps qu'on s'est fait à cette idée et qu'on a continué à faire notre boulot de flic malgré ce comportement. Après, en ce qui concerne ce qui est dit, ce qui est fait, il y a quand même une marge entre la théorie et la pratique. Nous, sur le terrain, depuis 4 jours, on en prend plein la face. On a dû décaler déjà parce que c'est déjà beau ce qu'ont fait les collègues en interpellant plus de 1300 personnes. Mais il faut le traiter, ça, judiciairement parlant.
Et aujourd'hui, on parle peu ou pas du tout des officiers de police immédiates. Des officiers de police judiciaire qui sont décalés la journée pour aller bosser la nuit et renforcer les effectifs judiciaires de nuit pour pouvoir conserver les droits des gardés à vue, parce qu'il faut toujours respecter ça aussi. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Donc vous avez toujours une théorie et une pratique. Après, en ce qui concerne l'éducation, nous, policiers, à part qu'on nous donne les moyens de mettre en place la police de sécurité au quotidien, parce qu'elle existe, aujourd'hui, on ne peut plus, depuis plusieurs années, la faire respecter, parce qu'on nous donne tellement d'autres missions. Dès qu'il y a du rodéo, on nous demande de traiter le rodéo et on nous fait faire une politique du chiffre, il faut faire du rodéo. L'amende forfaitaire stup, c'est aux policiers de la faire respecter. Le confinement, c'est aux policiers de le faire respecter. Mais à côté de ça, on a laissé beaucoup de choses de côté. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train de payer un lourd tribut. En ce qui concerne ce qu'a dit M. Kessy sur les syndicats, je pense qu'il est important de dire qu'il y a plusieurs syndicats dans la police. Il parle du communiqué de syndicat Alliance et UNSA Police. Voilà, il y a plusieurs syndicats dans la police ils ont une manière de faire qui est différente. Et c'est pour ça qu'il existe des syndicats différents. Aujourd'hui, en ces temps troublés, faire des menaces, c'est pas la position de l'unité SGP en tout cas. On demande aux collègues de faire preuve de sang-froid, c'est ce qu'ils font depuis 4 jours. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de surtout les soutenir dans leur travail. Donc vous vous désolidarisez du communiqué d'Alliance et d'UNSA Police. On a l'impression tout de même que vous et Mokrane Kessy, chacun dans vos positions, Mokrane Kessy, justement, ça veut que je pose la question, chacun dans vos positions, on a l'impression que, tout comme Reda Bellaj, vous signalez des problèmes qui existent depuis très longtemps, que vous avez une situation que vous observez chacun de votre côté, qui est la même, mais que personne ne vous a entendu et qu'il a fallu la mort d'un enfant, d'un adolescent de 17 ans, pour se dire qu'il fallait peut-être résoudre les problèmes. Oui, ça fait 40 ans, presque jour pour jour. En 1983, Koumi se faisait tirer dessus au Minguette il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est au tour de ce jeune de Nanterre, Naël. Donc, qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Ça fait 40 ans qu'on tire les signaux d'alarme, ici, nous, les responsables associatifs, les militants des quartiers populaires et les élus. Ça fait 40 ans qu'on leur dit, est-ce qu'ils nous entendent? Alors, ce n'est pas lié au mandat de Macron, mais c'est encore pire. Ce mépris-là, depuis l'élection du président Macron, il est encore pire parce que la situation, elle a changé. Et cette génération-là, c'est autre chose que nous. Vous avez vu, hier, il y avait une ultra-violence, une extrême violence dans nos quartiers. Il y a une telle révolte. Ils n'en ont plus rien à foutre, les gamins. On leur criait dessus de revenir parce qu'ils mettaient le feu au quartier et ils nous disaient on s'en fout, c'est de l'automutilation. Ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas dans la société française, on ne les considère pas. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone, donc ils le montrent et ils massacrent leur propre quartier. On est en train de se tirer une balle dans notre pied, quoi, en vérité. Donc voilà, on alerte en permanence le ministre Darmanin sur le protoxyde d'azote, sur les stupéfiants dans nos quartiers. Ça aussi, c'est un problème qu'il va falloir aborder, mais bon, on n'anticipe plus rien dans notre pays. Donc quand j'entends Dupond-Moretti faire des grands mots à la télévision, moi, ça me fait rire. Franchement, parce que là, j'ai envie de pleurer, parce que dire aujourd'hui qu'il appelle à péter les comptes Snapchat, ça va changer quoi? Vous pensez que les jeunes, ils ne se parlent pas entre eux avec des téléphones, ils ne se donnent pas rendez-vous? Si, ils se donnent rendez-vous, et je pense que ce n'est pas encore fini. J'appelle depuis 2-3 jours au calme, et à la responsabilité des jeunes et des parents. Hier, les parents sont descendus pour aller chercher leurs gamins, mais les gamins ne veulent rien entendre. Il y a une telle colère, vous ne pouvez pas savoir. Et aujourd'hui, moi j'entends le ministre de l'économie qui dit qu'il n'y aura pas de nation sans ordre. Moi je lui réponds qu'il n'y aura pas de nation sans respect de nos jeunes. Il n'y aura pas de nation sans respect des habitants de nos quartiers, sans respect de nos jeunes de la part de la police, de la BAC, etc., qui se comportent comme des délinquants dans nos quartiers. Il faut le répéter. Il faut que l'institution policière se libère de tous ces policiers qui lui portent atteinte. Et c'est la vérité. Alors, le copain du syndicat de police qui dit « nous, on n'est pas comme les autres », dites-leur à ceux qui vous salissent dans la police de sortir de cette institution. On ne peut pas continuer comme ça. C'est une question pour vous. Mokrane Kessy, est-ce que je peux vous poser une question? Naïla Latrouche, chef du service politique de BFM TV, vous dites il faut répondre à ce message qui émane des quartiers et de cette jeunesse. Nous, quand on discute avec l'exécutif notamment,
ce qui est mis sur la table, c'est que un certain nombre d'annonces ont été faites, qu'il y a eu 40 milliards de rénovations urbaines qui ont été débloqués depuis 2017, qu'il y a eu un plan anti-drogue pour sécuriser aussi un certain nombre de cités et faire en sorte que ceux qui ont envie de vivre tranquillement puissent travailler tranquillement, qu'il y a un certain nombre de stages qui ont été libérés pour ces enfants. Pour vous, le problème, je vous entends parler de mépris. Pour tout vous dire, je ne comprends pas exactement ce que vous mettez derrière ce terme-là. Est-ce que c'est uniquement sur la réponse sécuritaire ou est-ce que vous dites que toutes les réponses, y compris le dédoublement aussi des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire, est-ce que vous dites tout ça, ça ne compte pas? Mais moi, ça ne compte pas, puisqu'aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle on est. Nos quartiers sont abandonnés depuis... Non, ça ne compte pas pour les jeunes, mais pour vous. Mais pour moi aussi, je veux dire... Il y en a beaucoup qui s'en sortent. Hein. Moi, le tableau, il n'est pas totalement noir. Mais il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Il y a du mépris et du manque de respect et un manque de considération des habitants de nos quartiers. Tous les plans que l'État met en place depuis de nombreuses années, on en est à je ne sais pas combien de plans banlieue, ne fonctionnent pas si on n'implique pas les habitants et la jeunesse. On l'a demandé, nous, pour la réforme de la police Beauvau. On a demandé à participer à cela, mais personne ne nous a répondu. Les jeunes auraient bien aimé participer à cette réforme de la police pour dire quelle police ils voulaient dans leur quartier, quelle police avec le respect qu'il leur doit, etc. Mais rien n'a été fait. On ne nous entend pas, en fait. C'est un manque de considération. On pourra balancer tous les milliards qu'on veut. Si demain, on n'implique pas les habitants et la jeunesse dans le quartier, dans tous les plans que l'État va organiser, ça ne servira à rien du tout. Donc voilà ce que je veux dire. Il y a un manque de considération. Pardon ? Non, allez-y, finissez, allez-y. Il y a un manque de considération de nos quartiers et de respect de nos quartiers et des habitants. Vous savez, quand des jeunes disent, beaucoup de jeunes de nos quartiers disent, mais on n'est pas français. Vous vous rendez compte où on en est ? On en est à la 5e ou 6e génération d'enfants d'immigrés. Parce qu'on nous renvoie à chaque fois que nous sommes des immigrés, des enfants d'immigrés. Quand est-ce qu'on va nous considérer comme des vrais Français et comme des vrais jeunes Français de la part de l'État? En tout cas, nous attendons un message fort de la part de l'exécutif et du président de la République, Emmanuel Macron, pour qu'ils disent que ces quartiers-là... On a entendu votre message. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On vous le disait tout à l'heure, il y a eu des violences, des dégâts importants à Marseille, à Lyon également. Lyon où le maire, Grégory Doucet, demande des renforts. La CRS 8, notamment, va être envoyée. Isabelle Gollens est sur place pour BFM TV. Elle est aux côtés de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en visite donc sur place pour constater les dégâts. Nous sommes dans un centre opérationnel de la région et nous sommes avec celle qui pilote la sécurité dans la région, Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Première question, nous avons appris en début d'après-midi l'envoi de la CRS 8. Est-ce qu'il s'agit de renforts qui étaient indispensables ? De toute manière, un renfort est toujours le bienvenu, que ce soit pour les habitants, mais aussi pour le moral, j'allais dire, des troupes, des policiers, des gendarmes qui sont sur le terrain. Oui, c'est indispensable, c'est un plus qui est appréciable et la CRS 8 est la bienvenue pour la protection des habitants et de leurs biens. Parce que, est-ce qu'hier soir, dans l'agglomération de Lyon, on a connu des violences d'un niveau inédit? Est-ce que vous allez dans le même sens que le maire de Lyon? Plutôt qu'inédit, je dirais des violences rares et de toute façon des violences inadmissibles, quel que soit le niveau. On a connu, oui, des violences aussi bien dans la ville de Lyon, mais aussi, d'où la difficulté de la gestion, mais aussi dans tous les quartiers, dans toutes les communes périphériques et même parfois au-delà. En zone gendarmerie, on a eu aussi des sujets avec des petits groupes de jeunes qui étaient extrêmement mobiles, qui, dès qu'ils nous voyaient arriver, partaient ailleurs. Enfin voilà, donc une nuit très agitée et les renforts vont être utilisés à plein. C'est l'éparpillement, si je puis dire, qui est difficile à gérer. Quasiment tous les arrondissements de Lyon également ont été touchés. Alors, de certains arrondissements plus que d'autres. Des arrondissements n'ont pas été touchés, mais dans les communes, je dirais, connues pour des quartiers sensibles, toutes ont été concernées, et même des communes, des fois, réputées pour leur tranquillité. Personne n'en a été complètement épargné, malheureusement. Est-ce que dans ce type d'événement, la coordination entre les polices municipales et la police nationale est simple ? Alors, elle est surtout indispensable.
indispensable et elle a très bien fonctionné. Et je salue l'engagement des maires et des policiers municipaux des communes périphériques à Lyon qui, depuis 3 jours, sont avec nous, à nos côtés, et on travaille vraiment de très bonne façon à la sécurité des habitants. Sur Lyon, bon, voilà, j'ai des discussions avec le maire. On n'est pas encore arrivé jusqu'au bout de nos possibilités de travail en commun, mais je ne désespère jamais et on a encore une marge de progrès. Est-ce que la question d'un couvre-feu s'est posée ? Non, très honnêtement, je ne l'ai pas évoqué avec le maire et il ne l'a pas évoqué avec moi. Donc pour l'instant, nous avons les moyens d'agir et nous préférons les mettre en œuvre intelligemment, de façon coordonnée, bien organisée, de manière justement à éviter encore cette contrainte aux Lyonnais et aux habitants de la métropole. Parce que certaines communes ont pris cette décision des couvre-feux pour mineurs, par exemple. Voilà, mais ça, c'est après, les communes sont libres de leurs décisions. Bon, ce qu'on s'est dit avec les maires, c'est qu'on le ferait en concertation. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de démarche dans l'agglomération lyonnaise. Est-ce que vous êtes inquiète pour ce soir et quels seront les moyens à nouveau déployés ce soir en termes de sécurité, matériel et humain ? Alors, inquiète n'est pas le bon mot. Moi, je suis organisée, rationnelle. Je travaille avec des équipes extraordinaires, que ce soit les policiers, les pompiers, les gendarmes. On se voyait encore ce matin pour bien positionner les troupes, pour qu'elles puissent aller de façon très mobile, très vite, qu'elles puissent agir. Donc j'ai confiance dans le dispositif et j'ai confiance dans les hommes et les femmes qui l'animent. Et les moyens déployés ce soir, matériels par exemple ? Ils sont importants, ils sont très importants et ils seront utilisés de la façon la plus efficace au service de nos concitoyens. Vous ne voulez pas les détailler pour... Non, je ne les détaillerai pas. Je pense que vous comprenez bien pourquoi. On ne va pas donner le fonctionnement de notre dispositif. Cela pourrait être utilisé à des fins peu souhaitables. Dernier point, il y a une première ce soir, une proposition que vous avez faite aux commerçants pour sécuriser leur commerce, leur boutique. Dites-nous en plus. Oui, en effet, on a déjà bien travaillé avec les commerçants puisqu'on a connu des manifestations il y a quelque temps un peu agitées, donc ça nous avait rapprochés des commerçants. Et là, on s'est vu ce matin avec le président de la CCI et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et lui m'a proposé de recruter des sociétés de sécurité, des agents de sociétés de sécurité, de manière à nous venir en aide. Alors ce sera pour Lyon, là où les magasins ont été très durement touchés, de manière à pouvoir nous aider pour la protection des commerces. Quand un commerce a été pillé, eh bien, et qu'on arrive et qu'on enlève les personnes, on chasse les délinquants, eh bien à ce moment-là, il y aura un gardiennage tout de suite, ciblé par nous. On dira où il faut aller le plus vite possible. Ils seront installés avec nous en salle-ci, il y aura un chef installé avec nous. Donc c'est au service des habitants et c'est un plus que leur assure la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon-Saint-Étienne. Donc les forces de l'ordre informent quelle boutique vient d'être pillée. Voilà, parce qu'ils seront avec nous, alors pillés ou pas pillés, où il y a un risque, mais dès qu'on agit, on arrive, la police fait son travail, chasse les personnes, et à ce moment-là, chasse, interpelle les personnes, et à ce moment-là, la sécurité privée prend la relève, comme ça les policiers immédiatement sont disponibles pour aller ailleurs. C'est vraiment, alors, on va voir, mais je crois que on peut se priver d'aucune expérimentation. La CCI est volontaire, eh bien, on travaille avec eux pour rendre ce dispositif le plus efficace possible. Merci beaucoup. Et dernier point à savoir, à nouveau ce soir, les transports en commun, bus et tramway s'arrêteront à 20h dans toute l'agglomération lyonnaise. Et puis certaines festivités ont été interrompues, annulées par précaution, décision de la mairie, notamment le festival entre Rhône et Saône qui se terminera ce soir à 20h. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Grèce est à partir de 499 €, tout compris. Mon fils, alors là, je te félicite. Ton crédit mutuel, là, qui permet de financer son vélo à taux zéro, même électrique, vraiment, tu m'épates. Oui, enfin, c'est pas moi. Et ta banque, elle appartient à ses clients, oui ou non? Donc c'est un peu toi. Mais attention, elle te repose pas sur tes lauriers. Au Crédit Mutuel, nous finançons les vélos de toute la famille, même électriques, à un taux de 0%. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Mais oh, c'est pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop, hop, hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Le dos de Max, il a toujours pu compter sur sa mutuelle Via Santé. Déjà, à 16 ans, il roulait sa bosse. Le bâtiment, c'était lourd pour lui, vous savez. Puis, il est devenu patron. Et là, vous imaginez bien, à chaque coup de stress, retard de chantier, prêt refusé, c'est lui qui prenait. Heureusement, dès qu'il en a besoin, Via Santé Mutuelle est là pour rembourser ses frais d'ostéopathie. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R La Mondiale, au plus près de vous. En cas d'ampoule, Compeed soulage la douleur instantanément, protège des frottements douloureux et reste en place plusieurs jours. Compeed, dispositif médical. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans livrée chez vous pour 4 900 € le 3 kW. Oui, 4 900 € et le 6 kW pour seulement 9 500 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine ou sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Waouh! Mission Refashion, c'est l'émission qui upgrade ton dressing pour rendre la mode plus responsable. On recycle, répare, réduise, réutilise ou restyle. Mission Refashion, c'est dès maintenant sur missionrefashion.fr. Avec Bip & Go, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment, profitez de 15 mois offerts et du badge à 0 €. Rendez-vous sur bipandgo.com. Vous lui avez dit oui. Puis vous avez dit oui devant tous vos proches. Quand le petit est arrivé, vous l'avez dit à la famille et aux collègues aussi. Puis vous avez annoncé votre promotion à votre grand-mère. Donc c'est comme si vous l'aviez dit à tout le village. Pareil pour votre retraite. Toute votre boîte l'a su. Alors maintenant que vous l'avez dit à tout le monde, vous pouvez nous le dire aussi. En nous déclarant les moments importants de votre vie, vous pouvez ajuster votre impôt. L'impôt s'adapte à votre vie sur impôt.gouv.fr. Est-ce que Nico a proposé à François de s'installer chez lui parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance habitation? Non. Il s'est juste dit qu'il était temps de s'installer ensemble. Bon, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Avec l'assurance Habitation Allianz, protégez votre logement contre les aléas du quotidien. Alliance, avec vous de A à Z. Les belles au bois dormant d'aujourd'hui ont très bien capté comment se faire réveiller en beauté. Chut, il arrive. Ok, je me tais. Croissant chaud. Donc je disais, chez Aldi, le pain et les viennoiseries sont cuits en magasin et ça, tout au long de la journée. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. C'est quoi cette fenêtre là? C'est du double vitrage pour économiser le chauffage. J'ai mis le même chez moi. Quand BNP Paribas vous aide à rénover, ce n'est pas du cinéma. Découvrez le prêt personnel énergie bio à 2,5%. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Son patrimoine. Sa culture. Sa gastronomie. La France est unique. CFC Croisière aussi. Embarquez au Havre pour une croisière 100% francophone vers l'Irlande, la Norvège, l'Islande ou le Royaume-Uni. CFC Croisière, la croisière à la française.
7h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info, édition largement consacrée évidemment à cette 4e nuit d'émeute après la mort de Nahel mardi dernier. On va péter les comptes. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, met en garde les fauteurs de troubles qui organisent et qui relaient les émeutes sur les réseaux sociaux. En visite au tribunal de Créteil, il a également exhorté les parents à tenir leurs gosses. Décryptage dans ce journal. Prise de parole aussi ce samedi du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, depuis Bercy. Il a notamment indiqué qu'il a demandé aux assureurs de baisser les franchises et d'indemniser rapidement. Il a également demandé aux banques la plus grande compréhension en termes de traitement des échéances. Et puis après une nouvelle nuit de chaos, 4 jours après la mort de Nahel, le maire de Marseille demande des renforts de sécurité dans sa ville saccagée. Réponse immédiate de l'exécutif, 2 blindés de la gendarmerie ainsi qu'un 2e hélicoptère lui sont envoyés aujourd'hui. Benoît Payan qui sera notre invité exceptionnel dans ce journal. Mais tout d'abord, ces propos du ministre de la Justice qui était en visite cet après-midi au tribunal de Créteil dans le Val-de-Marne. Créteil particulièrement touché hier encore par ces commerces saccagés. Un grand centre commercial a été touché notamment. Et le garde des Sceaux qui a rencontré des magistrats, des procureurs à qui il a adressé hier une circulaire afin de mettre en place un certain nombre de mesures, notamment celle de gérer au mieux les réseaux sociaux pour que l'impunité n'y règne pas. Il appelle à péter les comptes. Écoutez. Sur les réseaux sociaux, on peut lire aujourd'hui, attention, alors je le dis comme je l'ai lu, on va péter nos comptes. Et c'est vrai, que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. C'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire, l'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser. Ça, c'est insupportable. Alors j'ai entendu un certain nombre de critiques qui ont été émises par les uns par les autres, qui sont des commentateurs, et qui disent oui, mais ça ne peut pas se faire dans la seconde. Certes, mais que les gamins sachent que si ce n'est pas tout de suite là dans la seconde, c'est à venir et que l'on peut identifier qu'ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont comme ça en toute liberté dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai. Quand on invite des camarades pour aller casser, ça s'appelle potentiellement une association de malfaiteurs, une complicité, que sais-je. La question des qualifications, elle est traitée, j'allais dire, cas par cas par les parquets, mais en tous les cas, on peut les identifier. C'est tout à fait clair. Et il faut que ça se sache. On a entendu la fermeté d'Éric Dupond-Moretti ce samedi. Reda Bellage, vous la demandiez, vous, depuis longtemps, cette fermeté, notamment concernant les réseaux sociaux. Il faut agir. Oui, écoutez, je viens de recevoir sur, je ne dirais pas le nom du réseau social, mais là, on propose à la vente des artifices, justement, des mortiers, court-tir à 25 €. Et je crois un tir en rafale pour à peu près 90 €. Donc, vous voyez, le message, il est clair. Et là, on est en pleine crise. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit le carburant ou que ce soit la délinquance, comme on le voit, et les attaques, il y a toujours un marché parallèle qui se crée. Il y a toujours une opportunité. Là, je vois que le ministre de la Justice... il est à Créteil, malgré tout le respect que j'ai pour lui. En 2020, moi j'étais secrétaire départemental du Val-de-Marne, 2020-2021. Historiquement parlant, on n'avait jamais vu ça, mais sur 2 promos d'affilée, en fin d'année 2020 et début d'année 2021, on a eu 0 sortie d'école. Donc je vous dis qu'il y a... Là, aujourd'hui, tout le monde s'offusque du manque d'effectifs, du manque de moyens, mais ça fait très longtemps qu'on a alerté. Et là, bon... C'est la conséquence de ces années exactement. Donc après tout ça, c'est là qu'il va falloir agir, peut-être s'asseoir tous autour d'une table et dire, bon, il faut équiper peut-être tous les policiers, comme on l'a demandé, on le demande depuis 4 ans, en tenue non-feu, parce qu'on a eu quand même beaucoup de blessés. Et il y a beaucoup de choses à faire. Dominique Rizet, il y a cette question qui est évidemment centrale dans tout ça. Il y a le manque d'effectifs, le manque de moyens du côté de la police. Il y a également la lenteur parfois de la justice. Tout ça, ce sont des éléments qui rajoutent au fait que ces personnes dans les quartiers doutent de la parole de l'exécutif, doutent en fait qu'elle sera efficace rapidement après ce qui s'est passé. Oui, évidemment, la population, les gens, les victimes, ceux qui se sont fait brûler leur voiture, les policiers aussi.
qui mettent à disposition des personnes qui, bon, ça va peut-être changer avec le discours du garde des Sceaux et les consignes données au procureur, qui mettent des personnes à disposition de la justice et qui les retrouvent le lendemain dans la rue. Alors on ne parle pas de faits très graves, mais c'est vrai que c'est agaçant à la longue. Mais il y a quand même ce problème qui se pose, c'est que les procureurs appliquent la politique pénale, mais en dessous, les juges sont libres de faire ce qu'ils veulent. Exactement. Et de dire, bon allez, c'est la première fois, on vous laisse sortir. Les juges qui sont responsables aussi, parce qu'un juge qui fait ça n'est pas forcément un juge irresponsable, mais un juge qui connaît l'état de nos prisons. Ouais. On ne va pas envoyer tout le monde en prison. Et si on met un bracelet électronique et si on prend des mesures de justice, eh bien, il faut surveiller. Ça veut dire qu'il faut du personnel derrière pour suivre ces personnes-là. Quand le garde des Sceaux dit interdiction de paraître, c'est bien ça. Impossible. on attrape quelqu'un et on dit voilà... on vous condamne et on vous interdit de paraître dans la cité d'où vous venez, où vous avez tout cassé. Quand je dis cité, c'est pas... C'est possible ou pas? C'est possible. Inapplicable. On a eu la preuve encore hier soir avec le couvre-feu à Clamart. Est-ce que ça empêchait qu'il y ait des violences urbaines? Non. Parce que c'est impossible à gérer. Vous vous retrouvez, mes collègues se retrouvent face à 50 individus. Ils vont dire aux 50 individus de rentrer. Je pense qu'à un moment, il faut être raisonnable. Et puis voilà, il faut se poser les bonnes questions et arrêter de penser théorique et plus passer pratique. Si je peux me permettre, jeudi soir, mise en place du couvre-feu à Clamart, entre 21h et 6h du matin. Moi, je pars d'ici, en pleine nuit, après l'antenne. Je traverse cette ville. C'est le couvre-feu. Il y a des poubelles qui brûlent dans la rue. Alors, ce n'est pas de la faute du maire, Jean-Didier Berger. Il a au moins eu le courage de demander d'instaurer le couvre-feu dans sa commune pour la nuit. Donc, ça veut dire que ça ne leur fait pas peur, ça fait peur à personne. Et hier, deuxième nuit de couvre-feu à Clamart, tentative d'attaque du poste de la police municipale. Donc, là encore, vous avez raison, c'est très compliqué de faire... assurer, enfin en tout cas, de punir des personnes qui ne respectent pas le couvre-feu, puisqu'ils se déplacent dans les rues, en même temps de gérer les problèmes à Paris, à Nanterre, d'avoir des effectifs sur le terrain, sachant que les BAC ou la sécurité publique, les BAC de nuit, elles sont appelées sur les émeutiers. C'est la quadrature du cercle. Et pour répondre à la question de Fanny, on n'a pas, le pays, la police, la justice, n'a pas assez de moyens. Ça fait longtemps qu'on entend cette phrase. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on l'entend, mais ça fait 1000 ans qu'on l'entend. Moi, j'ai commencé sous Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et on avait déjà des problèmes comme ça qui se posaient régulièrement. Et ensuite, si vous démultipliez les effectifs, ou si vous les augmentez, quand on revient à une période normale, il y a peut-être un peu trop de monde. Non, il n'y a jamais trop de monde. Nous, les policiers, on a connu... plusieurs gouvernements, on applique toujours, que ce soit la police de proximité, que ce soit la police de sécurité au quotidien, on applique toujours des décisions et des commandements en fait. On est placé sous l'autorité d'officiers et de chefs de service qui nous disent voilà, maintenant ça va être ça. Mais le problème c'est qu'on travaille maintenant beaucoup, je ne sais pas si c'est générationnel, mais on travaille beaucoup avec le buzz, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de rodéo, il va y avoir des problèmes de stupes, il va y avoir des problèmes de refus d'obtempérer. Donc on essaye de toujours s'aligner, mais la problématique c'est l'application toujours. Et du coup, nous on se retrouve par exemple, un collègue de brigade anticriminalité, on va lui demander de faire une patrouille pédestre parce qu'on voit pas assez de flics dans la rue, de se prendre en photo et d'alimenter un site de la préfecture, un réseau social de la préfecture. Moi, je l'ai dénoncé à l'époque sur mon département, mais c'est des choses, on a l'impression que tout change et que là, tout le monde est surpris. Mais ça, ce qui se passe aujourd'hui, à grande échelle, c'est le quotidien des collègues qui sont en banlieue. Merci beaucoup Reda Belladji d'avoir été avec nous sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes porte-parole SGP Police FO Île-de-France. Merci beaucoup Dominique. Cette quatrième nuit d'émeute qui a fait beaucoup de dégâts, notamment à Marseille. La nuit a été extrêmement tendue et nous sommes en direct avec Benoît Payan. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV, maire de Marseille. On va revenir bien sûr longuement avec vous sur la situation, sur les dégâts dans votre ville, sur les moyens également engagés. D'abord, j'avais une première question. On a appris par l'Élysée qu'Emmanuel Macron s'entretenait ce samedi avec plusieurs maires. Est-ce que vous faites partie de ces maires? Est-ce que vous avez eu le chef de l'État au téléphone? Non, pas encore. Je l'aurai probablement dans l'après-midi. Je sais qu'il a au téléphone au moment où on parle un certain nombre de maires. Pour l'instant, je suis, moi, à la mairie, puis je vais aller dans le centre de commandement et je l'aurai en fin d'après-midi. Là, vous êtes à la mairie dans cette cellule de crise qui a été mise en place. On a entendu votre appel à des renforts pour gérer la situation dans votre ville. 2 hélicoptères, 2 blindés de la gendarmerie. Ça va servir? Ces moyens, ça va être suffisant?
C'est nécessaire. Bon, d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans un contexte de crise majeure, de crise sociale avec une précarité de plus en plus forte. Et il va falloir à terme sortir de là par le haut. Il va falloir que la concorde s'installe et se réinstalle dans le pays. Il va appartenir à l'État, au chef de l'État, de prendre des décisions et les décisions qui s'imposent. Pour autant, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, qui nous les a accordées, d'avoir des forces de police supplémentaires. Vous l'avez dit, il y a un deuxième hélicoptère de la gendarmerie qui va arriver. Il y a 2 blindés qui vont être là de manière statique ou pas et qui bougeront en fonction de ce qui se passe. Il y a le doublement des gendarmes, le doublement des CRS. Puis moi, j'ai triplé les effectifs du centre de supervision urbaine et j'ai rappelé toutes les policières et tous les policiers municipaux pour venir, évidemment, s'assurer d'une situation qui puisse être sous contrôle. Elles ont marqué, hein, Monsieur le maire, les images, effectivement, dans votre ville. On a vu vraiment des scènes de violence. Est-ce que vous êtes inquiet pour la prochaine soirée, la prochaine nuit ? Bien évidemment qu'on est inquiet. J'ai demandé évidemment aux commerçants de pouvoir fermer le plus tôt possible, de pouvoir fermer les rideaux de leur commerce. On a demandé aux Marseillaises et aux Marseillais d'être extrêmement vigilants. Je pense qu'il faut être vigilant. Les centres commerciaux sont en train de fermer au moment où je vous parle. Certains sont déjà fermés, d'autres ont fermé. Nous avons travaillé avec les agents de la métropole, que je veux remercier, toute la journée, et les tournées auront lieu jusqu'à ce soir pour éviter qu'il y ait des poubelles dans la rue, pour qu'il y ait des feux de poubelle. J'ai demandé aux opérateurs de trottinettes d'enlever les trottinettes parce qu'elles ont servi à faire tout à fait autre chose que ce à quoi elles doivent servir normalement. Et donc on a dégagé là aussi l'espace public. Évidemment qu'on est inquiet. On est inquiet de voir cette violence se diffuser parce qu'elle a été hier soir évidemment extrêmement forte dans ma ville comme dans tout le pays. Et évidemment, les violences auxquelles on a assisté sont inacceptables et elles doivent s'arrêter le plus vite possible. Benoît Payan, est-ce que, à l'instar de ce qui a été fait à Clamart, en région parisienne, vous seriez prêt à envisager la possibilité de mettre en place un couvre-feu également dans votre ville ? Moi, je crois que les mesures doivent être nationales. Si le chef de l'État décide de décréter l'état d'urgence, si le chef de l'État, si la préfecture de police décide de faire un couvre-feu, je prendrai mes responsabilités. Mais je veux m'inscrire dans une démarche et dans une doctrine nationale. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'à Clamart ou ailleurs, quand le couvre-feu est décrété, il soit tenu. Il faut d'abord et avant tout sécuriser les biens et les personnes. Il faut d'abord et avant tout être capable collectivement, quelles que soient les sensibilités politiques, d'appeler au calme. Je vous le disais déjà hier, c'est la force tranquille qui doit s'imposer. C'est la concorde nationale qui doit s'imposer. Tout le monde doit sortir par le haut. Dans un moment de crise aussi intense, moi je ne ferai de polémique avec personne. Il ne peut pas y avoir. Il n'y a pas la place pour les polémiques. Le temps politique reviendra. Aujourd'hui, je veux éviter les blessés, je veux éviter les dégradations, je veux éviter les images et la réalité qu'on a vécue hier soir ici dans ma ville. Ce qui m'intéresse, c'est, et vous m'en excuserez, c'est d'abord les Marseillaises et les Marseillais. C'est d'abord la ville de Marseille et c'est d'abord à eux que je pense. Donc je mets tout en œuvre pour que les choses ici se passent au mieux. Je sais les difficultés et je les comprends. Mais ça doit désormais prendre un autre chemin. Et il faudra bien évidemment que là aussi, l'État, le chef de l'État, le gouvernement, les collectivités, que tout le monde s'y mette. C'est ce que je dis dans ma ville. J'appelle tout le monde à ce qu'on puisse sortir par le haut. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les événements, ces émeutes qui touchent votre ville depuis quelques jours ? D'abord, ici, je veux noter que les symboles de la République n'ont pas été saccagés. Il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de commissariat, en tout cas, ça ne s'est pas passé encore. Il n'y a pas de lieux publics qui ont été dégradés. Dans ma ville, il y a du vandalisme. Il y a des jeunes extrêmement violents, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, qui sont entrés dans des commerces et qui sont allés chercher des téléphones mobiles, des yaourts, des habits, enfin, des chaussures. Enfin, tout y est passé. Et donc, c'est à ça. C'est à cette situation-là qu'on est confronté, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'autres villes où, bien sûr, certaines ont connu du vandalisme, mais surtout, les symboles de l'État ont été attaqués. Ce n'est pas le cas à Marseille. On voit parfaitement qu'on est dans une crise où les choses sont extrêmement compliquées. Et évidemment que ces images-là m'ont marqué, m'ont troublé, me choquent, me révoltent. Je les trouve évidemment inacceptables. Je pense à celles et ceux qui ont perdu leur commerce. J'ai mis en place d'ailleurs un fonds d'indemnisation et je souhaite qu'il soit déclenché le plus vite possible. Nous le ferons lundi matin avec la métropole, avec la région, que je veux aussi remercier là-dessus pour leur réactivité. Ça me paraît extrêmement important. J'ai écrit d'ailleurs à la Première ministre pour que ce fonds d'indemnisation soit aussi abondé par l'État. Il va falloir repousser
les soldes parce que c'est aussi un moment important pour les gens qui ont un problème de pouvoir d'achat. Et donc, je ne veux pas que tout ça soit gâché. Je ne veux pas que ces gens-là vivent aussi des difficultés. Donc, il faut tenir les choses, parler debout, c'est extrêmement important. Donc, vous voulez mettre le fonds en d'indemnisation place est mis en place, il sera effectif. À partir de lundi, on l'a compris. Les commerçants, que par vous ont exemple, dit les commerçants que vous avez rencontrés justement après toutes ces nuits ils sont de apeurés, saccage. Les commerçants ont été évidemment touchés. C'est aussi pour beaucoup d'entre eux le fruit du travail d'une vie. Et donc je vais les accompagner et je les accompagne au maximum sur cette question en abondant ce fonds d'indemnisation en attendant que les assurances fassent leur travail. Et puis aussi, il faut parer au plus pressé. La ville de Marseille est allée les aider. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de commerces à pouvoir se barricader, à pouvoir refermer leurs vitrines quand elles ont été cassées ou saccagées. Mais ils sont extrêmement tristes, ils sont dépités, ils souhaitent évidemment que la situation revienne au calme. Il faut les comprendre, les commerçants comme les habitants. Personne ne se satisfait de cette situation. Vous savez, on a vécu un drame, la mort de Naël est un drame absolu. On peut comprendre l'émoi, l'effroi, on peut comprendre la tristesse et la colère. Elles existent. Et d'ailleurs, cette tristesse, cette colère, elles sont légitimes. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas que tout soit mis à sac. Il faut au contraire des réponses de concorde nationale, des réponses, je vous le disais, de force tranquille. Il faut que les choses reviennent à la normale. Nous aurons le temps du débat politique. Il faudra en tirer des conséquences. On ne pourra pas faire comme si rien ne s'était passé. Je suis d'ailleurs persuadé, et je l'espère, que le gouvernement prendra en compte ce qui se passe dans le pays aujourd'hui pour en tirer des conclusions. Monsieur Payan, je voudrais avoir votre réaction également à ce qu'a déclaré aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a insisté sur 2 points. Il a été très ferme, notamment concernant les réseaux sociaux. Il dénonce le rôle des réseaux sociaux. Il était en déplacement au tribunal de Créteil et il a mis en garde les auteurs d'appels aux émeutes sur Snapchat. Et puis également, il a appelé à une plus grande responsabilité de la part des parents de ces émeutiers. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 annonces du ministre de la Justice ? Oui, qu'il a fait hier, vous m'avez posé exactement la même question et je vous ferai exactement les mêmes réponses. En effet, il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont hors de contrôle et ils permettent justement, en réalité, à des bandes organisées qui font absolument n'importe quoi et qui se comportent n'importe comment, d'être extrêmement mobiles, de pouvoir se donner des rendez-vous. Et il faut absolument contrôler ces réseaux sociaux. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qu'il y ait des choses qui soient hors de contrôle du champ de l'État. On voit bien que sur Snapchat, on a des zones de rendez-vous, des zones où on dit on ira piller tel ou tel centre commercial. Il faut absolument les contrôler. Il faut absolument... Moi, je considère même qu'il y a, à un moment donné, la question de savoir ce qu'on fait en fonction de l'heure, en fonction de la ville et en fonction des publics. Je pense qu'il faut aller extrêmement loin. C'est très difficile à contrôler ces réseaux sociaux. Si on s'amuse à contrôler snap par snap, c'est-à-dire téléphone par téléphone ou compte par compte, on en aura pour un moment. Donc, il faut prendre la main sur cette question-là. Il faut rappeler à l'ordre ces plateformes qui laissent faire tout et n'importe quoi. Et ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir ce genre de choses. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Et là-dessus, je pense qu'il faut de la fermeté vis-à-vis de ces plateformes. Il faut leur demander des comptes. Il faut que chacun soit responsable. Il faut que chacun prenne sa part. On ne peut pas demander à l'État, aux collectivités, aux parents, aux mineurs, à tout le monde d'être responsable et éviter justement la responsabilité de celles et ceux qui laissent se diffuser non seulement ces images, mais qui permettent d'organiser ce qu'on a pu voir dans le pays hier. Qu'est-ce qui va permettre d'obtenir ce type de réponse quand on sait que des efforts ont déjà été engagés lors de ces épisodes où on a entendu que certains adolescents s'étaient suicidés après du harcèlement scolaire ou du harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas marché à cette époque-là. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui ? D'abord, je vous remercie pour cette question, mais vous avez noté que je ne suis ni Premier ministre, ni ministre de l'Intérieur, ni garde des Sceaux. Je pense qu'il faut de la fermeté sur cette question-là. Si on ne peut pas avoir de discussion avec ces plateformes, eh bien on leur signifie notre envie ou notre décision de dire si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, si vous ne respectez pas les demandes de l'État, eh bien on vous coupera tout simplement les accès. On est un pays souverain qui a la souveraineté sur son réseau mobile, qui a la souveraineté sur son réseau Internet. Si ces gens-là ne veulent pas respecter les règles qu'on leur impose, eh bien ils doivent en subir les conséquences. Et on doit être capable de fermer, de faire un blackout s'ils n'acceptent pas de réguler leurs propres réseaux sociaux. Quelques mots, monsieur le maire, sur le profil des émeutiers. On parle souvent de jeunes, parfois de très jeunes. Quelles sont les informations que vous avez sur ceux qui agissent à Marseille ?
qu'ils sont, comme dans le reste du pays, bien évidemment, avec un profil plutôt jeune. Ce sont plutôt de jeunes majeurs ou des mineurs de 14, 15, 16, 17 ans qui ont été interpellés hier soir ou qui ont commis justement toutes ces violences. C'est évidemment ce qui doit nous inquiéter et c'est évidemment une réponse forcément différente qu'il faudra apporter. On ne peut pas faire comme si on était face à une situation classique où il y a des revendications, où il y a des manifestations qui sont des manifestations même qui peuvent exister, même si on peut les condamner d'ailleurs, à caractère politique. Il s'agit de tout à fait autre chose. Vous parliez tout à l'heure de ce fonds d'indemnisation pour les commerçants. Je voudrais juste revenir dessus pour quelle est la dotation que vous y avez donnée. À combien va s'élever ce fonds ? On est en train d'y travailler justement avec la région, avec la métropole et puis aussi avec la chambre de commerce, avec les commerçants pour regarder, pour faire un bilan. Quoi qu'il en soit, on ne laissera personne sur le bord du chemin. Le fonds, il sera à la hauteur de ce qu'on pourra faire et de ce qu'on devra faire en fonction des demandes des commerçants. On tirera un bilan de la situation jour par jour. On ira à la rencontre des commerçantes et des commerçants. J'ai décidé d'ouvrir un numéro d'urgence que je vous ferai passer. Et si vous voulez bien le diffuser à votre antenne, je vous en remercie, pour que les commerçants puissent être pris en charge. Mais encore une fois, là-dessus, ça va être au cas par cas. Un mot aussi, monsieur le maire, sur les transports en commun. Cela va bien sûr intéresser les Marseillais. Est-ce qu'il y a des changements sur la fin des services dans les transports en commun chez vous ? Non, au moment où je vous parle, la décision de la fermeture du réseau de transport en commun est prévue pour 18 h aujourd'hui. On a évidemment prévenu les Marseillaises et les Marseillais de prendre leurs dispositions. Ça ne sert à rien de trop traîner en ville au moment où je vous parle. Ça ne sert à rien de trop traîner dans la rue. Il faut plutôt s'excentrer du centre-ville. Tout le monde est prévenu, que chacun prenne garde. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Encore une fois, dans une situation pareille, moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix et la concorde, qu'on prenne soin les uns des autres. C'est aussi mon rôle de maire que de dire à tout le monde, faisons attention à ce qu'on fait, ne nous promenons pas pour rien faire, restons calmes, ne prenons pas d'initiative. Il faut faire confiance, je le dis de manière très calme et très ferme, aux forces de l'ordre. Nous avons une préfète de police qui a pris ses responsabilités, je veux la remercier, un ministre de l'Intérieur qui a répondu favorablement à mes sollicitations, et il faut maintenant voir comment on va passer la nuit. Merci beaucoup Benoît Payan, maire PS de Marseille, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi dans l'après-info. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouverez Ronald Guintrange pour BFM TV SD, évidemment. Il reviendra sur ses propos du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui était au tribunal de Créteil cet après-midi, un jour après la diffusion de sa circulaire au procureur pour leur demander notamment de mettre en place des mesures pour mieux gérer les réseaux sociaux et fermer les comptes qui sont à l'initiative de troubles faits, ou encore également bien de surveiller les enfants, adresse aux parents évidemment et à leur responsabilité. Elle a été engagée dans les propos du ministre de la Justice. Et puis à Marseille, vous l'avez entendu, Benoît Payan était notre invité. Il a notamment demandé à l'État plus de moyens, 2 blindés et un 2e hélicoptère sont envoyés aujourd'hui pour venir en aide au maire de Marseille, dont la ville a été une fois de plus prise à partie. De nombreux commerces détériorés dans la soirée d'hier. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Tout de suite, Ronald Guintrange. À bientôt.